Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir au sein du ministère pour faire le point avec vous sur les différents chantiers menés par le ministère dans le cadre de la stratégie Génération Green. Donc, vous venez dernièrement de lancer la campagne agricole 2023-2024. On aimerait d'abord avoir une idée sur la particularité de cette saison agricole et quelles sont les nouvelles mesures qui ont été prises par le ministère pour son bon déroulement. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre intérêt pour le secteur agricole, ce secteur qui est extrêmement important pour notre pays. Alors, donc, comme chaque année, on donne le coup d'envoi de la saison agricole autour de la première quinzaine d'octobre. Il s'agit donc de la saison d'automne pour commencer la campagne. Alors, cette année, il s'agit donc d'une campagne qui vient d'abord après une campagne très sèche, et je dirais deux campagnes très sèches parce que même la campagne d'avant était aussi très difficile. Nous sommes dans un cycle depuis 5 ans, donc 4 campagnes sur 5 ont été très déficitaires en matière de pluviométrie, avec une conséquence très importante sur le déficit hydrique et donc la rareté des ressources hydriques, notamment le remplissage des barrages. Aujourd'hui, nous commençons cette campagne avec 24% comme taux de remplissage à l'échelle nationale, et bien sûr avec des disparités très importantes entre les régions, à part la région du Rarb et la région du Loukos, qui ont je dirais un taux de remplissage satisfaisant pour permettre le début d'une campagne à peu près normale. Le reste connaît un déficit et l'irrigation est arrêtée dans plusieurs périmètres irrigués. Donc nous sommes dans ce cycle de changement climatique, de sécheresse sévère. Aucune année ne ressemble à l'autre sur le plan des profils climatiques. En plus de la sécheresse et de la rareté de la pluie, nous avons une température qui est très fluctuante. Nous avons des extrêmes. L'année dernière, nous avons vu le mois de janvier, puis février, très très froid. Les minima qui sont descendus au-dessous des températures habituelles de cette saison. Et également cet été, où nous avons atteint des pics très importants, 52 degrés à Agadir dans les zones de production. Et donc, ces pics donc, introduisent des chocs climatiques pour le secteur agricole. Donc, des perturbations par rapport aux chaînes de valeur, par rapport donc, à la production, et malheureusement des chocs difficiles à surmonter parce qu'ils sont d'abord imprévisibles et très très aléatoires en fonction donc des régions. Alors, à côté du climat, nous avons également une situation qui perdure, qui continue, d'inflation à l'échelle donc mondiale, une inflation mondiale qui s'est installée donc au Maroc, donc importée, et qui a frappé le secteur agricole également, en agissant sur l'augmentation des coûts de production des différentes filières de production. Et donc, évidemment, ça a un impact direct sur les prix également des agriculteurs et sur la rentabilité des cultures. Et donc, cette situation donc, qui est née avec le Covid, mais avec toutes les perturbations géopolitiques que connaît donc, le monde, avec l'augmentation des prix de l'énergie également, et dont dépendent beaucoup les prix de matières premières, notamment l'azote qui est importé, les engrais azotés qui sont importés, et puis les produits phytosanitaires, et puis également l'eau d'irrigation qui coûte en énergie également, etc. Donc c'est tout un... Justement, c'est l'objet de ma deuxième question. Cette inflation qui touche les intrants agricoles et qui fait donc enflammer les prix aux consommateurs. Est-ce que vous avez pris
est-ce qu'il y a un mécanisme de soutien qui va concerner justement les intrants agricoles, notamment les engrais azotés? Parce Tout à que fait, tout à fait. Alors, évidemment, nous avons mis en place toute une série donc de mesures et d'actions qui touchent directement les chaînes de valeur. Et suite aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous avons agi d'abord sur l'amont des filières en matière d'intrants. Donc nous avons mis en place des appuis, des incitations qui agissent sur les semences, donc des semences subventionnées, c'est-à-dire appuyées, et nous avons les céréales où le prix, si vous voulez, des semences sélectionnées sont subventionnés pour un tiers du prix. Nous avons les 3 légumes importants qui approvisionnent le marché national. Et pour la première fois, on prend cette mesure. Il s'agit de la tomate, jusqu'à 70 000 dirhams par hectare de la tomate produite sous serre, et 40 000 hectares pour la tomate de plein champ. Il s'agit de la pomme de terre également, 40 000 dirhams également, mais pour la pomme de terre, nous subventionnons également la semence commune qui n'est pas subventionnée, donc à 20 000. Et puis nous avons l'oignon également, une subvention donc de 15 000 dirhams par hectare. Alors, ces cultures, les semences de ces cultures constituent des charges très importantes pour les agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on les a ciblées. Nous avons également mis en place une aide, une subvention pour les engrais azotés. Tous les types d'engrais azotés. Nous en avons 3 qu'on utilise de manière prépondérante dans notre pays. Il s'agit donc de l'ammonitrate, il s'agit de l'urée, il s'agit du sulfate d'ammonium. Et ces engrais sont subventionnés de 40 jusqu'à 60%. Donc en termes d'apport donc de l'État, l'urée par exemple, il va être vendu à 330 dirhams alors qu'il a dépassé 1000 dirhams l'année dernière. D'accord. Ces soutiens ils sont déjà mis en œuvre? C'est des soutiens qui sont déjà lancés. Aujourd'hui, les engrais sont vendus à ce prix et pratiquement, nous avons appliqué cette mesure pour tout le volume des engrais azotés utilisés au Maroc. C'est-à-dire, c'est vraiment transverse. L'idée, c'est d'agir sur l'ensemble des cultures et nous utilisons annuellement 500 000 tonnes annuellement. Et donc, les 500 000 tonnes vont être subventionnées. Bien sûr, proportionnellement, ces 500 000 tonnes sont partagées entre les différents types d'engrais. Et puis, nous avons également la subvention de la semence de betterave à raison de 1000 dirhams par hectare. C'est très important également parce que c'est une culture qui emploie de la main-d'œuvre, qui a un impact social et puis qui contribue donc à la sécurité alimentaire de notre pays. Toute une série évidemment d'appuis qui concernent habituels, qui concernent par exemple la santé animale, qui est vraiment gratuite, c'est-à-dire la protection du cheptel pour les maladies, les épidémies importantes. Elle est faite de manière des vaccinations, etc. Ce sont des campagnes qui sont prises en charge par l'État et qui sont conduites par l'ONSA. Et puis évidemment le côté investissement de l'agriculture continue. Donc ces aides, c'est pour vraiment gérer cette conjoncture et pour agir sur la rentabilité des cultures, mais pour aussi pouvoir avoir un impact sur le marché national de consommateurs. Donc les investissements continuent à travers 2 mécanismes essentiels très importants. Le mécanisme du FDA, du Fonds de développement agricole, où nous avons donc des appuis selon le type d'investissement, matériel agricole, l'irrigation, où nous faisons un effort extrêmement important pour les systèmes d'irrigation économes en eau. Et puis nous avons le mécanisme de l'agriculture solidaire qui touche les petits agriculteurs et les moyens agriculteurs, où l'investissement de l'État
est à hauteur de 70 jusqu'à 80% des projets d'agriculture solidaire et les bénéficiaires apportent le... Justement, ces aspects-là font l'objet de la nouvelle stratégie agricole Génération Green, donc, qui aujourd'hui est 3 ans de son opérationnalisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un bilan succinct sur la mise en œuvre de cette stratégie en termes de valeur ajoutée, de création d'emplois? Bien sûr. Bien sûr. Alors, la stratégie Génération Green, d'abord, je dois préciser qu'elle a été conçue, établie sur la base du bilan du plan Maroc Vert. Ce plan Maroc Vert qui a impulsé une nouvelle vision par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'agriculture marocaine et qui vise le long terme et une agriculture qui soit éco-efficiente, une agriculture qui soit durable. Alors, les sorties du plan Maroc Vert, il y a des objectifs qui ont été atteints, des axes très très importants qui ont été atteints, et nous avons évidemment aussi des défis comme sortie, des sujets complexes qui n'ont pas été, je dirais, finalisés, mais leur diagnostic a été très très bien analysé, et ça nous a donné un départ pour concevoir la Génération Green. Tous ces défis sont devenus des objectifs pour la Génération Green. Donc la Génération Green, de manière très simple, repose sur 2 fondements. Le premier fondement dans la priorité à l'élément humain. Il place l'élément humain dans le cœur de l'équation de développement. Le deuxième fondement, il vise la durabilité, une agriculture éco-efficiente. Alors rapidement, le premier fondement, comment on place l'humain, comment on lui donne, comment on focalise sur l'importance de l'humain. D'abord, par rapport à son revenu. Il faut que les actifs dans le secteur agricole qu'ils voient leur revenu augmenter. Et pour ça, nous avons l'objectif de faire émerger une classe moyenne agricole rurale. Et alors, quels sont les leviers? D'abord, toute la question donc, de la sécurité sociale, de la protection sociale, et nous avons commencé par la protection médicale, donc, dans le cadre du grand chantier royal de généralisation donc, de l'AMO. Donc les agriculteurs font partie de cette frange, donc nous avons terminé le process, donc ils sont aujourd'hui couverts, ils sont dans le comment dirais-je, donc c'est un sujet qui est complètement clos aujourd'hui. Et pour ça, nous avons mis en place des mécanismes, parce que la CNSS n'avait pas la possibilité d'avoir toute la base de données de ces agriculteurs. Nous avons modifié l'organigramme du ministère pour inclure le côté social et avoir une division et des services régionaux dédiés pour pouvoir justement finaliser cette base de données et avoir ce contact pour la CNSS vis-à-vis des agriculteurs. Et c'est le registre agricole national qui est aujourd'hui qui a une base juridique, qui a une loi qui nous a permis justement de régler cette question. Nous avons le deuxième sujet, l'axe qui concerne les jeunes. Comment attirer les jeunes vers le secteur agricole et agroalimentaire. L'objectif, nous avons des objectifs chiffrés, 350 000 nouveaux entrepreneurs, qu'ils soient exploitants ou les services. Et les services, c'est la première fois où on insiste sur les services dans le secteur agricole. Et nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes et de leviers pour pouvoir les attirer. Premièrement, le levier foncier. Comme c'est revenu dans 2 ou 3 discours de Sa Majesté le Roi par rapport à la valorisation, par rapport donc à la formation des jeunes, par rapport à l'implication des gens dans le secteur agricole et par rapport à la valorisation des terres collectives. Donc 1 million d'hectares de terres collectives sont en train d'être mobilisés et destinés donc aux jeunes, qu'ils soient ayant droit ou qu'ils soient des jeunes entrepreneurs et qui cherchent donc le foncier. Et pour ça, nous travaillons bien sûr avec nos collègues au ministère de l'Intérieur pour cette mobilisation. Nous sommes autour de 350 à 400 000 hectares aujourd'hui qui est sécurisé, clair et qui est identifié et qui fait l'objet donc
de contractualisation avec les jeunes et un mécanisme d'incitation, c'est qu'on a mis en place, un arrêté est en cours d'être publié, des incitations, en plus des incitations universelles et qui concernent les terres collectives pour attirer justement l'investissement vers ces terres. C'est-à-dire des appuis de l'État par rapport au type de projet, par rapport à l'équipement, etc. et qui sont en sus de ce qui est qui existe déjà, c'est ça, qui est universel déjà. Donc ça va être des soutiens en fonction du type de projet. Du type de projet. En fonction du projet, en fonction des cultures, parce qu'on encourage un certain nombre de cultures, on réduit les cultures qui sont consommatrices d'eau, etc. Mais on cherche des cultures, des systèmes de culture qui sont adaptés au changement climatique et qui ont aussi une valeur ajoutée importante pour le marché marocain, mais aussi pour l'export. Et puis nous avons également un levier très important d'organisation de la profession, parce que surtout pour les jeunes et pour même les nouveaux entrepreneurs, ils ont besoin d'un accompagnement. Et pour les accompagner, il faut qu'ils soient organisés. Et donc le renforcement de cette organisation professionnelle ne se fait pas uniquement en termes de conseils, de formation. C'est en plus de ça. Nous avons une contractualisation du ministère avec ces professions et avec ces organisations. Et donc, nous avons signé les contrats programmes avec les fédérations interprofessionnelles. Ça leur permet d'avoir de la visibilité et ça leur permet aussi de s'organiser, puisque notre objectif, c'est, dans l'approche de chaîne de valeur, c'est d'avoir une fédération interprofessionnelle qui regroupe l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, qui soient producteurs, même ceux qui sont actifs dans les intrants, qui s'organisent et qui soient partie prenante de cette fédération, la transformation, les commerçants également, et donc tout ce qui est logistique également. Donc, et l'idée, c'est d'avoir un seul interlocuteur, sur la base... Une sorte de guichet unique. Exactement, et donc... ça nous donne d'abord un bon interlocuteur fort et qui est organisé par une loi, sur la base de la loi 1203. D'accord. Et en plus, cette loi leur donne la possibilité d'avoir des ressources propres pour qu'ils puissent avoir des ressources pour fonctionner, pour l'administration, etc. Donc, nous avons également un renforcement des coopératives par exemple, les coopératives des produits terroirs, les coopératives de services, les coopératives féminines, donc des jeunes. Donc c'est un sujet, des leviers extrêmement importants qui permettent donc d'avancer et de pouvoir les utiliser comme relais pour d'abord le conseil agricole et puis pour donc moderniser le secteur agricole et également les aider à rentrer dans le marché. D'accord. Justement, Monsieur le Ministre, en parlant des jeunes, vous avez lancé le dispositif d'encouragement d'entrepreneuriat des jeunes dans différentes régions, Marrakech, Safi, Fès, Meknès. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience? Est-ce qu'il y a une influence de cette population vers les dispositifs d'accompagnement mis en place? Exactement. Alors, nous avons voulu, par ce dispositif justement de centre des jeunes entrepreneurs agricoles, nous avons instauré un centre par région, global, régional, mais chaque centre régional, il a des relais au niveau provincial. L'idée, si vous voulez, c'est d'abord de donner de la visibilité à cette action. Deuxièmement, d'avoir donc des relais pour pouvoir mettre à disposition des jeunes porteurs de projets toute l'information nécessaire dont ils ont besoin. Troisièmement, leur accompagnement à travers des formations et à travers l'orientation par rapport à l'importance, si vous voulez, d'un certain nombre de secteurs pour les projets. Et puis, dernier point très important, les appuyer pour pouvoir avoir des financements. Justement, est-ce que dans cette approche de financement, est-ce que vous pensez impliquer tout le système bancaire à part le crédit agricole
Alors, nous avons d'abord, donc, quand il y a ces jeunes porteurs de projets qui sont accompagnés, ce sont des étapes. Il y a d'abord l'idée du projet, puis ils sont accompagnés. Après, il y a le business plan par rapport au sujet important, etc. Et puis, il y a tout le montage du dossier par rapport d'abord aux incitations de l'État qu'il y a. Il y a les incitations de l'État. Après, en fonction du porteur de projet et de sa capacité de financement, il y a la question de demande et de besoin d'un financement par les banques. Le Crédit Agricole est impliqué avec nous dans ce dispositif. Et c'est très important. Toute la base de données que nous avons pour Raplan est transmise au Crédit Agricole. De telle sorte est-ce que lorsque le porteur du projet va à la banque, au Crédit Agricole, ils ont déjà toute l'information sur son projet. Automatique. Il y a un partage informatique de l'information. Bien sûr, notre souhait, c'est d'élargir au système bancaire, effectivement, pour d'abord diversifier les outils et les instruments, et pour inciter également les autres banques à proposer des projets, plutôt des produits de financement pour le secteur agricole, qui est très diversifié, et que ce soit à l'amont des filières, c'est-à-dire la production, ou alors à l'aval, dans l'agroalimentaire, la transformation, l'agro-industrie, et puis les services également. Donc, c'est ça notre ambition. Donc, en termes de bilan, nous sommes très avancés. On a mis en place tous ces systèmes, et aujourd'hui, il y a tout un engouement par rapport à ça. Il y a un aspect également technique très important qui intéresse les coopératives de services, c'est le digital. Très, très important. Et donc, effectivement, le financement devient aujourd'hui le point, je dirais, essentiel pour pouvoir donc accélérer ce process. Justement, vous évoquez, Monsieur le ministre, l'aspect digital de ce dispositif. Vous avez lancé dernièrement le chantier de mise en place d'une stratégie pour la digitalisation du secteur agricole. Alors, quels sont les objectifs de cette feuille de route et en quoi consistera justement cette stratégie de digitalisation? Oui. Alors, le digital, vous avez vu, lorsqu'on voit ce que le digital a fait pendant ces dernières décennies, il a beaucoup agi sur l'économie de manière globale. Et aujourd'hui, sur l'industrie, sur différents secteurs, et le secteur agricole, depuis une dizaine d'années, devient la cible en termes de développement et de diversification des technologies à base du digital. Et il est estimé par la FAO est-ce que la croissance économique agricole, que le digital puisse participer à plus de 30 à 40% de la croissance économique agricole mondiale. Donc, un potentiel extrêmement important. La modernisation aujourd'hui du secteur agricole doit passer par le digital. Donc, c'est un chantier que nous avons ouvert effectivement dans Génération Green et qui dépasse et que nous essayons de voir de manière globale, selon une approche intégrée et globale. Quand je dis global, il y a d'abord tout le dispositif de gouvernance, si vous voulez, du secteur, mais il y a toute la profession et tout le secteur en termes de chaîne de valeur depuis la production jusqu'au consommateur, et évidemment toute la question de commercialisation également, c'est le digital qui va nous résoudre, qui va contribuer à résoudre, à donner de la transparence dans ce secteur. Et puis les technologies à base du digital aujourd'hui sont très importantes, que ce soit l'irrigation, ça permet donc d'économiser de l'eau d'irrigation, de bien contrôler et de bien gérer cette eau d'irrigation, toute la question donc de conservation des produits également, et toute la question donc je dirais logistique qui est gérée, traçabilité, tout ce qui est, si vous voulez, maladies, etc., où le digital a un rôle essentiel, très important, pour qu'il soit déployé. Et je dois insister, le digital va nous permettre de démocratiser toute la connaissance et la technologie
à l'échelle du secteur. Parce que c'est d'abord les petits qui vont en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture de précision qui avance et qui se développe grâce au digital, elle devient moins tabou, entre guillemets, et donc elle est accessible pour le petit également. Et parce que les coûts sont moindres. Là, justement, je reviens à cette question de stress hydrique au Maroc. Alors, est-ce que vous allez justement procéder à un reparamétrage de la stratégie Génération Green de manière à prendre en considération justement cette problématique de stress hydrique? Non, c'est une très bonne question. En fait, parce que beaucoup, justement, excusez-moi, Monsieur le Ministre, beaucoup disent que bon, la stratégie a été mise en place sans justement prendre en considération ce défi de la rareté des ressources hydriques. Non, c'est totalement faux. Je pense que ceux qui disent ça ne connaissent pas très bien comment le plan Maroc Vert a fonctionné et ne connaissent pas bien le fondement de la stratégie. Vous savez, la sécheresse ne date pas d'il y a 3 ans, ou n'est pas née avec la stratégie. La sécheresse de notre pays, c'est depuis le lancement de la politique des barrages. Et puis ça s'est accentué. Donc le plan Maroc Vert, quand il est devenu en 2008, qui a été lancé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, il avait déjà dans son axe central la réforme de l'eau et toute la question de l'investissement pour économiser l'eau d'irrigation. Vous voyez, donc à 60% des investissements sont partis dans les aménagements hydro-agricoles. Donc, non, nous avons pris, on n'a pas à reparamétrer, mais la stratégie a été, pour reprendre vos termes, a été paramétrée pour ça. Je vous donne donc d'abord, nous continuons en termes d'investissement pour l'économie d'eau, pour utiliser les technologies les plus récentes pour économiser l'eau. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir le maximum, faire le maximum à partir d'un mètre cube d'eau. Et pour ça, il faut voir sa valeur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fabrique avec un mètre cube d'eau? Quelle est la culture qui me le valorise le plus? Qui utilise moins, mais qui donne plus en termes de production et de productivité. Donc, pour cet aspect, nous avons revu le système de culture dans la génération green. Par exemple, le carobier, il n'était pas dans la génération green. Le carobier, nous avons 100 000 hectares qui est visé pour qu'elle soit encouragée comme culture. Pour sa résilience au changement climatique. Il est très adapté au changement climatique. Vous ne l'arrosez jamais, pratiquement juste au début pour qu'il prenne, et puis après, c'est un arbre forestier à l'origine. Donc le carobier, qui est très rentable également. Bien sûr, le marché fluctue, mais il est très rentable de manière globale. Vous avez l'olivier également, qui est rustique. Aujourd'hui, le plan Maroc Vert a fait beaucoup en termes de superficie. Nous continuons pour l'olivier dans les montagnes, dans les zones marginales, etc. Nous avons des cultures comme, par exemple, le caprier, qui est aussi une culture très rentable et qui ne consomme pas beaucoup d'eau. Très adapté. C'est très adapté. Nous avons toute la filière du cactus qui était spontané aujourd'hui, il devient une filière. Et nous avons tout un programme autour de 130-140 000 hectares comme objectif de plantation aujourd'hui le cactus et la figue de Barbarie, elle est exploitée, elle est valorisée par les petites exploitations, les petites coopératives, par les femmes de différentes façons. D'abord pour l'alimentaire, mais pour le cosmétique également et pour tout ce qui est médicinal. Donc, système de culture, on revient également aux fondamentaux en termes d'assolement. Les céréales, bien sûr, ils sont là, les céréales, mais on travaille sur les résistances à la sécheresse. La recherche fait un excellent travail dans ce sens pour avoir des variétés qui résistent et nous travaillons sur également des technologies. Le semi-direct, il permet de s'adapter, donc pour pouvoir pousser donc les céréales. Justement, excusez-moi, Monsieur le Ministre, concernant
cet aspect-là de développement de variétés qui résistent au changement climatique. Est-ce que vous allez développer des variétés de céréales qui vont être intégrées dans le projet de 1 million d'hectares dédiés aux céréales pour la souveraineté alimentaire sur cette ressource? Exactement, des variétés qui sont résistantes, qui sont tolérantes à la sécheresse, c'est-à-dire quand il y a un choc stress, elles peuvent résister en attendant qu'il y ait de la pluie. Et puis des variétés qui sont résistantes aux maladies, des maladies qui sévissent pendant la période de sécheresse. Alors, la question du programme dont vous avez parlé, 1 million d'hectares, notre idée, notre objectif dans la génération Green, c'est de lancer l'irrigation de complément. C'est quoi l'irrigation de complément? C'est de l'eau supplémentaire qu'on apporte par rapport à la pluie. Lorsque, dans les cultures pluviales, essentiellement les céréales et les légumineuses, vous avez de la pluie pendant un certain nombre de stades, et il y a des stades où vous avez une sécheresse et des chocs. L'idée d'apporter, si vous voulez, un arrosage pendant cette période qui est sensible, ce stade sensible, change complètement la figure de production et le rendement de la culture. L'année dernière, je vous donne l'exemple, nous avons eu 3 bons mois pour le développement des céréales, entre décembre, janvier, février, jusqu'à mars. Après mars, rien. Si on avait une irrigation après mars, on aurait doublé notre production de cette année. Donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, et l'irrigation de complément, c'est pas beaucoup d'eau. C'est là où on a les zones où il y a peu d'eau, mais qu'on peut cumuler, et à travers des technologies, notamment des pivots. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de pivots. On peut donc arroser, apporter donc un arrosage complémentaire aux pluies pendant les stades où et ça change complètement si vous voulez le schéma le profil de production. Ça me mène justement à la question concernant l'efficacité énergétique dans le secteur. Alors, qu'en est-il justement de ce chantier d'efficacité énergétique, sachant que aujourd'hui les techniques de pompage pour l'irrigation sont alimentées en grande partie par le gaz butane et autres produits de sources fossiles? Oui, vraiment, c'est une question, si vous voulez, qu'il faut poser vraiment dans le cadre du nexus eau, énergie et alimentation, ou agriculture de manière globale. Alors, la génération Green, dans ses objectifs, prévoit d'arriver à un objectif de au moins 20% de l'énergie utilisée dans le secteur agricole, notamment par le pompage, qui soit dans d'énergie renouvelable, notamment solaire. Alors, et pour cela, tout ce qui est investissement de l'État aujourd'hui est basé sur l'énergie renouvelable. Tout ce que nous faisons comme unité de valorisation pour les coopératives, par exemple, toujours aujourd'hui avec du solaire. Nous avons des unités qui fabriquent des fourrages pour les coopératives également, c'est l'orge hydroponique. Elles sont aussi, on encourage, c'est-à-dire que les subventions de l'État vont vers ces unités qui fonctionnent sur l'énergie solaire. Plus que ça, aujourd'hui, nous sommes sur le dessalement de l'eau de mer à Dakhla. Le projet avance bien. Et c'est une unité de dessalement qui fonctionne sur l'énergie renouvelable, l'énergie éolienne. Donc, nous sommes dans ce process et nous encourageons tout ça. Et bien sûr, cette question, nous la voyons aussi dans le cadre global de la réforme de la question énergétique au niveau national, parce que c'est un secteur où aussi le privé investit beaucoup, va investir, et je suis sûr que ça changera beaucoup donc la donne pour l'agriculture, et l'agriculture bénéficiera de ça. Une autre question qui concerne justement les restrictions à l'export sur certains produits, comme par exemple ça a été le cas pour les produits dérivés de l'olivier. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à la reconduction de ces mesures à chaque fois qu'il y aurait
du stress sur un certain produit sur le marché local? D'abord, toutes ces questions, ce sont si vous voulez, des actions de gestion de la production et du marché. Et donc, il s'agit donc de mesures, mais vraiment conjoncturelles. Ce ne sont pas des mesures stratégiques, c'est conjoncturel. Pour réguler le marché. D'abord, pour réguler le marché, mais pour protéger aussi nos producteurs. Alors, je vous explique. Pour l'olivier, on est pratiquement à 50% de réduction. C'est anormal. Donc, les mesures sont exceptionnelles. Ce n'est pas des stratégies, on va interdire, et on n'interdit pas d'ailleurs. On régule. Tout ce qu'on nous faisant, c'est en discussion avec les productions, avec les professionnels. Jamais on prend une décision comme ça sans discuter et sans avoir l'avis des professionnels. Et quand je dis des professionnels, ceux qui ont investi, ceux qui investissent, c'est parce que il faut savoir qu'il y a des opérateurs étrangers qui viennent acheter au Maroc et exporter vers l'extérieur. Et pour l'huile d'olive, de manière précise, c'est une exportation qui se faisait en vrac. Vous voyez, donc elle n'est pas valorisée au Maroc. Elle est prise sur le champ et puis elle est exportée. Donc, alors que nous avons des unités qui ont investi et qui valorisent, c'est-à-dire que la valeur ajoutée reste sur place. Donc, nous n'avons pas interdit la bouteille. Lorsqu'elle est, nous n'avons pas interdit l'extra vierge qui est exporté, mais nous avons interdit essentiellement le vrac. Le vrac, parce que, et ça, le vrac, quand on l'a, elle doit d'abord nous permettre d'avoir un approvisionnement du pays, de stabiliser cet approvisionnement, parce que tous les pays producteurs d'olive, qui sont pratiquement des pays méditerranéens, surtout l'ouest de la Méditerranée, ils sont affectés de la même façon par la sécheresse. Et donc la production diminue. Donc il y a une demande forte à l'extérieur, à l'étranger. Donc il fallait trouver ce mécanisme en concertation avec les opérateurs. Et donc alors on l'a mis en place. Et voilà, donc c'est ça. L'année dernière, je vous donne un autre exemple. Effectivement, par rapport à ces mesures, nous avons, avec les producteurs des légumes, discuté de la question d'avoir un équilibre entre le marché national et l'international, avec la priorisation du marché national pendant cette conjoncture, pendant quelques semaines. La tomate, par exemple, etc. Il y avait des fluctuations de prix, donc il fallait que le marché soit approvisionné à un niveau important pour agir sur les prix. Donc voilà, ce ne sont pas des stratégies. Dans notre stratégie globale, bien sûr que l'export fait partie de la stratégie. Mais on n'exporte pas juste pour exporter. On exporte pour faire travailler les gens, pour travailler une main-d'œuvre très importante, un impact social sur les régions très important, un impact sur la campagne, etc. Mais on ne veut pas exporter n'importe quoi. On exporte ce qu'on peut produire mieux. Vous voyez, bien sûr, avec l'équilibre de rationnement et de rationnement des ressources, notamment la ressource eau. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, l'équation est beaucoup plus complexe, plus maîtrisée que ce qu'on peut penser, si vous voulez, des fois en écoutant, en entendant donc des commentaires. C'est une conjoncture. Nous avons 3 ans, maintenant c'est la 3e année, que la pluie viendra, donc c'est des mesures particulières. Et pour nous, quand on voit un peu le marché, quand on compare ce système à notre entourage, pas seulement au sud, mais même au nord méditerranéen, notre agriculture, on peut la qualifier d'une agriculture résiliente. Nous sommes dans la résilience. Mais aujourd'hui, toutes ces actions que nous avons prises, nous soutenons l'agriculteur parce que, pour nous, c'est l'élément, le facteur essentiel de durabilité. Il faut que les agriculteurs continuent à produire. Il faut qu'ils continuent à rester dans ce secteur. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, ils sont très frappés, sont très, très affectés sur le plan... ce sont des perturbations dans la chaîne de production, dans la question donc, des systèmes de culture, etc. Donc, il faut absolument qu'ils aient confiance et qu'ils les appuient pendant cette période. Dernière question, Monsieur le Ministre, concernant les actions et les priorités
de votre ministère pour le secteur agricole pour l'exercice 2024? Alors, 2024, d'abord, je dois encore une fois dire Allah yarhamna b'shta, l'accélération de la mise en œuvre des contrats-programmes que nous avons signés par filière, continuer l'effort pour retrouver l'équilibre d'un certain nombre de filières, notamment la filière laitière, la filière des viandes, qui ont, je dirais, perdu leur équilibre avec le Covid. Continuer l'investissement dans la question de l'eau et la question hydrique, d'abord en matière d'économie de l'eau, et les aménagements hydro-agricoles à la base, donc à l'aval des barrages, pour pouvoir élargir l'irrigation et sur des superficies plus importantes. Et puis, il y a des barrages qui sont en cours et qui vont se terminer. Et donc, il faut qu'on se prépare pour avoir valorisé donc cette eau et puis contribuer à l'effort donc de notre pays, le programme lancé par Sa Majesté Dieu l'Assise de l'eau 2020-2027. Nous avons déjà avec nos collègues de l'équipement réaliser le premier transfert. Nous sommes sur un autre projet de transfert au nord entre le barrage de Makhazine et le barrage d'Al-Khroufa, et puis continuer donc le dessalement. Nous avons Dakhla, on va la terminer Inch'Allah fin 2024, vers juin 2025 elle sera opérationnelle. Nous allons commencer en 2024 le chantier de Tantan, donc une nouvelle station pour irriguer 5 000 hectares également de dessalement. Nous avons lancé les études pour 7 périmètres nouveaux de dessalement. Le total fait 70 000 hectares visés. Alors il y a Tiznit, il y a Walidia, il y a Chichawa, il y a donc le Casablanca, parce que la grande station de Casablanca, il y a une partie qui va être réservée à l'irrigation. Il y a le nord, Nador, également l'oriental. La moitié sera réservée à l'irrigation, etc. Donc ce sont là les grands chantiers donc, structurants. Et évidemment, continuer tout le chantier des jeunes, pousser, donc avoir appuyer donc les jeunes, essayer de faire aboutir tous leurs projets et bien sûr réaliser leurs objectifs et puis bien sûr bien suivre l'approvisionnement du marché national. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Beaucoup. Merci pour cette séance.